Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 9 décembre 2024, soyez les bienvenus au Conspiratorium. Très chers conspirés, je vous avais promis il y a quelques jours de revenir avec le récit de deux professeurs d'université en République démocratique du Congo. Il y en a un qui est professeur et l'autre est professeur ordinaire, donc vraiment le summum de ce niveau académique dans l'enseignement universitaire chez nous. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils ne le feront plus. Pourquoi ils ne le feront plus? Parce qu'ils se disent que leur voix, même pas identifiée nominalement, donc même si je ne donne pas leur nom, que je ne dise pas dans quelle université ils seront vite identifiés et ils ne veulent pas ça. Parce qu'ils étaient prêts à ne dire que la vérité. Et cette vérité n'était pas toujours de toute douceur, et qu'elle devait être des vérités qui feraient mal à certaines personnes qui les auraient écoutées. Alors, ils se sont désistés, ils ont dit ils ne vont plus faire ce que j'avais compris comme promesse de leur part. Mais on a eu quand même quelques entretiens comme ça, et mon principe, c'est que je ne peux pas mettre mal à l'aise mes visiteurs. Je ne peux pas faire faire à un visiteur ce qu'il ne voudrait pas. De la même manière que dans la vraie vie, je ne fais jamais faire à une personne ce qu'elle ne veut pas. Quand elle consent, ça se fait. Quand elle ne consent pas, ça ne se fait pas. C'est la meilleure façon d'agir avec les personnes du point de vue individuel. Mais nous nous sommes entretenus sur beaucoup de choses. Ces deux personnes, ces deux professeurs d'université, l'ont tout du temps de Kabila. Donc, ils ont fait leur nom, ils ont fait leur carrière sous Kabila. D'où leur imputer, je peux leur imputer une tendance kabilienne. Et pourtant, ils ont été capables de voir en Tshisekedi quelqu'un qui est en train de vouloir laisser des traces de sa gouvernance en République démocratique du Congo pour des générations futures. Ça, c'est ce que m'a dit le plus jeune des deux. Le plus jeune des deux, qui est beaucoup plus fougueux et un peu kamikaze, quand même m'a dit certaines choses que l'autre ne voulait pas me dire. L'autre joue de toutes les prudences du monde, alors au point où je peux même me dire qu'elle n'a même pas confiance en moi. Moi qui ne connais presque rien de tout ce qui s'est passé les 30 dernières années chez moi, en République démocratique du Congo, bien sûr. Alors, le plus jeune, il m'a dit ceci. Il m'a dit, vous savez, qui c'est qui dit le mal qui le ronge? Et c'est le seul mal qui nous fait mal, que nous, on n'aime pas, c'est un peu de laxisme qu'il a. Ils disent que Tshisekedi ne punit pas, il n'est pas porté vers la coercition du tout. Dit, on ne peut pas diriger un pays avec un cœur de pardon, un cœur ecclésiastique, un cœur pastoral. Non, on dirige un pays avec une carotte dans la main gauche et un bâton dans la main droite. Celui qui fait ce qui est bon reçoit la carotte, celui qui fait ce qui n'est pas bon reçoit la chicotte. Mais qui c'est qui dit, fais les deux à la fois ou ne fais rien du tout. Alors, voici comment ils le voient. Ils m'ont parlé, nous avons parlé de ce projet de rail, hein, Zambie-Lobito, hein, Lobito en Angola, Lusaka-Lobito, mettons. Parce que ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, pourquoi nous le disons? Ceux qui ont fait de notre pays ce qu'il est devenu les 30 dernières années, donc un pays saccagé, saboté, pillé,
ceux-là qui soutiennent le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et tout, ont trouvé qu'ils devaient nous prendre et nous essorer de deux bords. Ils sont allés vers l'Angola. Ils ont intimidé le président Lorenzo. Comment? Rappelez quand Lorenzo avait fait certains actes d'amitié avec le Congo. Vous vous rappelez quand les avions de chasse angolais sont venus en République démocratique du Congo et qu'il y a eu ce vol conjoint de nos avions de chasse, on disait le mariage dans le ciel ou je ne sais pas, la rencontre dans le ciel, quelque chose comme ça. Et la semaine qui suivait, on a vu de nulle part, comme d'une génération spontanée, des manifestations de ceux qui se voulaient angolais, qui étaient en France, qui étaient en Belgique, et qui accusaient le régime de Lorenzo, de détourneurs de fonds, d'assassins, de tout ça. Et Lorenzo a senti le danger, il a fait marche à recul, et tout s'est éteint aussitôt. Donc on lui a fait goûter à la médecine d'une révolution de couleurs. Et il a senti que ça allait être mauvais pour lui. Il a battu en retraite. Alors ils sont venus le voir. Macron a été le voir. Blinken a été le voir. Les envoyés de toutes sortes des armées étrangères, occidentales et des politiciens, des ambassadeurs sont venus le voir. Ils lui ont dit, regarde, tu as le potentiel d'être puissant. Ton pays a le potentiel d'être puissant, à l'instar du Rwanda, qui est un minime petit pays, qui n'a rien, ne produit rien, mais qui est devenu la grande puissance d'Afrique centrale et de l'Est de l'Afrique. Car ce pays-là a juste compris qu'il devait faire ce que nous on lui demande de faire et tout va bien. Regarde comment le Rwanda est construit et comment le Rwanda est administré. On s'en fout de ce que fait Kagame. On s'en fout comment il dirige son peuple, d'autant plus qu'il fait ce que nous on lui demande, alors il peut faire ce qu'il veut dans son pays. Et Laurence a dit, oui, je comprends. Alors on lui a dit, écoute, toi aussi, si tu fais ce qu'on te demande, et ce sera, à l'instar du Rwanda, contre la RDC. La RDC, c'est notre cible, ce n'est pas l'Angola qui est notre cible, c'est la RDC. Alors tu fais ce qu'on te demande, tu squeezes, tu intimides, qui te Félix Tshisekedi, tu l'amènes dans un coin du ring pour nous. Il a dit, mais comment je vais le faire? Il a dit, regarde, d'abord, la première des choses, n'oublie pas que tu es un pays lusophone, donc tu n'es pas francophone, tu es d'autres langues que les langues formellement reconnues comme internationales. Donc, ton pays parle portugais. Nous avons le Mozambique qui parle portugais et la Guinée équatoriale. Ce que tu vas faire, c'est d'être en bon terme avec le Mozambique. Faites cette coalition-là des pays portugophones. Dans l'entretemps, comme la France a investi au Mozambique et que la France a amené les djihadistes, les islamistes au Mozambique pour fragiliser le Mozambique afin que ce pays soit sous ses pieds, toi aussi, tu fragilises Tshisekedi et tu invites la France ici, l'Union européenne, et ils vont t'aider à fragiliser la RDC de l'autre côté. Tshisekedi fera tout ce que nous voulons et toi tu vas en tirer des dividendes. Oui ou non? Elle dit oui, ça sonne bien à mes oreilles.
Alors, on a manœuvré la République démocratique du Congo dans le pourparler de Nairobi, dans le pourparler de Luanda. Les pourparlers de Nairobi ont perdu leur fumée et la puissance pour que ceux de Luanda prennent la relève. Et là, on a vu Kagame arriver, parler avec Lorenzo, devenir ami avec Lorenzo, les forces rwandaises qui viennent à mutualité là-bas. La République démocratique du Congo se sent menacée par la présence de quelques Rwandais qui sont en Angola. On n'a pas besoin d'avoir un bataillon. Peut-être même pas une compagnie, juste quelques têtes. Ça peut être la grosseur d'un peloton. Mais ils font exprès pour que les médias puissent fuiter ces images. Et ça fait une grosse pression sur la RDC. Ils sont allés au Congo-Brazzaville. On a demandé aux vieux, est-ce que tu peux vendre des terres au Rwanda? Le vieux a dit, mais c'est mon pays, pourquoi je veux vendre? Non, non, tu le fais. Si tu veux tirer des dividendes de ce que nous voulons faire à RDC, fais-le. Ok, ok, ok. Ok, je comprends. On a vendu des terres au Rwanda, ici en République populaire du Congo. Ça, c'est face avec Maluku, non loin de là. On peut traverser à pied. On n'a pas besoin de traverser le fleuve. À pied, on est là. Une grosse pression encore sur nous, là-bas. Dans l'entretemps, à l'est du pays, les forces rwandaises, les forces du mouvement, le mouvement M23, qui n'est rien d'autre que la coalition de tous les ennemis de la RDC, incluant tous les Occidentaux, les Asiatiques, les Africains surtout. C'est ça le M23. Ça n'a rien à voir avec un bonhomme en uniforme. Non, c'est un mouvement politique qui part de l'Occident. Ils viennent seulement, on lui fait porter la maquette, le masque d'une organisation armée. Voilà. Ce mouvement-là avance de territoire en territoire. Quand Tshisekedi leur a opposé une vraie armée patriotique, quelque moins aguerrie qu'elle soit, le M23 a fléchi. Alors tout d'un coup, de nulle part, on nous sort ces négociations et les cessez-le-feu. Dès qu'on accepte le cessez-le-feu, le Rwanda et le M23 avancent encore dans notre territoire. Nous nous pointons au doigt. Et regardez, ils viennent de violer le cessez-le-feu. Pendant que nous parlons, et ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Les Américains viennent, ils téléphonent Tshisekedi, non, vous devez parler, vous devez aller comme ça, venez, on reçoit Tshisekedi en France, on reçoit Tshisekedi par-ci, par-là, juste pour temporiser l'action des Congolais pendant que les Rwandais et le mouvement M23 avancent. Puis tout d'un coup, un peu de silence de mort. Ce silence de mort se fait exactement comme ça s'est fait en Syrie. Je vous ai parlé dernièrement de ce qui est arrivé en Syrie. Quand les Russes ont démantelé l'armée islamique en Syrie et que les Russes se sont retirés pour retourner chez eux, s'occuper de leurs problèmes personnels là-bas, incluant l'Ukraine, on a commencé à parler d'une possible
entente entre Syriens et Turcs, d'une possible rencontre entre le président turquie Erdogan avec le président syrien Bachar el-Assad. On a endormi les Syriens. On a commencé à parler d'une certaine entente entre les Arabes qui avaient soutenu l'armée islamique contre la Syrie avec le gouvernement syrien. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes, le Qatar commençaient à envoyer leurs représentants à Damas, en Syrie, pour parler avec les autorités syriennes. On a endormi les Syriens. Au même moment, on a déclenché la guerre contre le Hezbollah dans le Liban, contre le Hamas dans la bande de Gaza, et on les a démolis. Parce que c'était le Hezbollah qui était allié à la Syrie. Le Hezbollah est un mouvement militaire libanais qui est en partie sponsorisé, ou peut-être même en tout, sponsorisé par l'Iran. Et on voyait l'Iran commencer à prendre de l'espace dans le monde arabe. On a endormi l'Iran en rapprochant l'Iran de la Turquie, en rapprochant l'Iran de l'Arabie saoudite. Les Iraniens ont baissé la garde. Dans les coulisses, dans le noir, en pleine nuit, on est en train de former les djihadistes. On est en train de prêter les armées syriennes, les armées syriennes, les armées israéliennes et turques qui vont attaquer la Syrie quand la Russie n'est plus là. On a vu la Turquie, par son président, aller rencontrer les Russes, faire des beaux yeux, demander même son entrée dans le BRICS, pendant que Turquie, c'est un pays de l'OTAN, et Turquie a toujours demandé d'entrer dans l'Union européenne. Mais, volte-face, il veut être dans le BRICS. Et on a dit, on va voir ton cas, on va examiner ta demande. Ce que on ne sait plus douter de ce que les Turcs font dans le dos. Les généraux syriens, ça fait depuis 2018, sont comme dans l'accalmie, ont été soudoyés, on les a corrompus. Ils ont fait des réunions et des réunions avec tous ces ennemis de la Syrie, dans le dos de leur président, dans le dos du gouvernement. Et d'ailleurs, certains membres du gouvernement aussi sont dans le coup. Le président Bachar al-Assad s'est retrouvé isolé sans le savoir, poignardé dans le dos sans le savoir, parce qu'il pensait que tout allait bien. Il n'a plus fait le suivi de son armée, il n'a plus checké, vérifié ses généraux dans ce qu'ils font. Et le moment venu, les troupes syriennes n'ont fait que livrer des territoires aux assaillants. En moins de 2 semaines, le gouvernement syrien est tombé. Le président syrien s'est sauvé et les islamistes, donc israéliens, turcs, européens et américains, ont pris le pays.
que devient la Russie dans tout ça? La Russie est ultra perdante. La Russie a une base navale là-bas, en Syrie. Elle va devoir quitter. À l'instar de la manière que les Européens ont été chassés des pays du Sahel, on va chasser la Russie. On ne lui donnera même pas la chance de quitter. Ils vont attaquer cette base-là. Et ils vont tuer beaucoup de Russes. Comme la Russie n'est pas une république bananière et son armée est puissante, elle va intervenir, mais il y aura beaucoup de pertes. Et elle devra quitter la Syrie pour toujours. Quant à l'Iran, elle n'est plus dans la Syrie du tout. Car les combattants du Hezbollah qui étaient en Syrie sont retournés au Liban pour combattre Israël. La Syrie aujourd'hui est exempte de forces iraniennes. L'Iran vient de perdre cette base arrière. Et l'Iran doit se préparer maintenant à l'attaque sur son propre territoire par ceux qui viennent de renverser le gouvernement de Bachar el-Assad. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Ça semble être du broche à foin, ça semble être du méli-mélo. Mais retirez l'essentiel de ce que je dis. C'est ce qui s'apparente à ce qui est en train de se passer en RDC au moment où on se parle. Dernièrement, il y a quelques jours, j'ai publié une petite vidéo, peut-être de 1 minute, sur le conspiratorium. Allez voir ça. Vous allez voir que les minéraux de coltan, comment ils sont en train de quitter le Congo pour le Rwanda, c'est par des drones puissants. Les Congolais sont dans le coup. Les généraux congolais sont dans le coup parce qu'ils ont des appareils d'observation, de surveillance pour voir ces gros drones qui viennent chez nous et qui descendent dans les terrains où les creuseurs ou les porteurs de coltan viennent, prennent les enveloppes qui sont dans le réservoir de ces drones, les enveloppes contenant de l'argent, puis ils prennent maintenant du coltan, ils déversent dans les réservoirs, de grosses caisses, disons, de ces drones, et les drones puissants se lèvent, partent avec au Rwanda. Ces drones sont pilotés à partir des territoires rwandais. Les pilotes ne sont pas au Congo, ils sont au Rwanda. Nos généraux sont dans le coup. Normalement, une partie d'un pays dévasté par la guerre ne se construit pas. On a vu à quoi ressemblait Luanda en Angola quand ce fut la guerre avec Savimbi. Vous voyez à quoi ça ressemble la bande de Gaza dans la guerre, ou le Liban du Sud dans la guerre. Vous avez vu à quoi ressemble la Libye dans la guerre. Si vous comparez à la ville de Goma et les villes environnantes, le Butembo, les parties, vous regardez que c'est construit, c'est la partie la plus construite de la République. Où il y a beaucoup de richesses. L'argent en circulation est abondant. Vous avez vu ça? Dans une partie du pays dévastée par la guerre, où on a enregistré plus de 15 millions de morts. Mais personne ne s'en plaint. Je veux dire, personne de tous ceux qui ont géré le pays ne s'en plaint. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et je ne parle pas du président de la République,
qui n'avait jamais géré le pays, qui n'avait jamais occupé une portion de pouvoir en RDC. Et qui jusqu'aujourd'hui, personne ne peut mettre un doigt sur une, un acte de détournement par Félix-Antoine Tshisekedi ou sa famille, un acte de corruption par Antoine Tshisekedi ou sa famille. Personne. Mais ceux-là qui ont géré le pays hier et qui continuent à être là, tirent les ficelles. Ils sont dans l'état profond du Congo. C'est eux qui tiennent les banques, le commerce, l'économie et toutes les ficelles de pouvoir. Au point où le président, qui n'a aucun pouvoir de gestion par la Constitution, ne peut rien faire. Il doit juste observer et miser sur le gouvernement. Lequel gouvernement est inefficace. Ce qui vient d'arriver à la Syrie, maintenant que notre pays est aussi complètement encerclé par les ennemis, et d'ailleurs, les deux professeurs m'ont dit que la République centrafricaine gruge chaque jour de notre territoire, occupe mètre par mètre, sans faire du bruit, notre territoire. Ils me le disent. Ils le savent parce qu'ils ont travaillé sous Kabila. Ils connaissent les choses que nous, on ignore. Parce que même s'ils ne sont pas dans la gestion de la chose publique et qu'ils ne sont pas directement liés à ceux qui tirent ces ficelles-là, mais ils les connaissent, ils se parlent, ils sont au courant de la vraie situation. Ils me l'ont dit. Ils me disent, la corruption existait vraiment du temps de Kabila. Mais cette corruption n'a pas diminué sous Tshisekedi. Pire, comme Kabila avait les médias avec lui, et personne dans le secteur politique ou administratif pouvait oser dire quoi que ce soit contre le régime, on ne le voyait pas, on n'en entendait pas parler. Sous Tshisekedi, tout est libre, tout est lâché. Alors tout le monde en parle et ça donne l'impression comme quoi ça s'est empiré sous Tshisekedi. Et lui-même, il montre qu'il ne veut pas punir ou il n'est pas de type à punir. Ça le fragilise. Ces généraux, ces colonels qui étaient là sous Kabila et qui sont toujours là, le fragilisent. Et eux, sans le dire, ils pensent que nous aussi, le pays est déjà parti. Ce chemin de fer qui part de la Zambie pour sa grosse partie avant d'arriver en RDC va profiter à la Zambie. Pas pour les minéraux zambiens, mais la Zambie va construire, aura cette partie du rail construite juste pour l'économie zambienne. Mais ce qui est visé, c'est les minéraux qu'on va prendre au Congo. Donc ça fait un petit crochet au Congo. Et par le petit crochet, ça sort, ça continue et ça passe à travers l'Angola jusqu'à l'océan. Alors, avec ça, c'est plutôt l'autre pays qui en profite et non pas notre pays. Nous, on vient chercher nos minerais. On les prend, les minerais, on prend le pays
et nous n'avons rien. On aurait dû, et peut-être, Tshisekedi avait-il tort d'aller là-bas? Je dirais peut-être non. Il n'avait pas tort d'y aller, car, qu'il le veuille ou pas, tout se faisait sans lui. On a vu Lorenzo être reçu à Paris, Lorenzo être reçu à la Maison-Blanche, Ruto être reçu à Paris, être reçu à Londres et être reçu à la Maison-Blanche. On a promis au Kenya de faire d'elle la plaque tournante de l'OTAN, les forces de l'OTAN en Afrique. Et tout de suite, la présidence de l'EAC, les États d'Afrique de l'Est, passe au Kenya. On entend un discours même beaucoup plus confiant et violent de la part de Ruto contre la RDC. Parce qu'il sait de quoi il est question. Il sait que notre armée, on ne parle pas du soldat, mais on parle des boss de l'armée, sont dans le coup. Il dit que son armée avait fait des progrès significatifs en RDC. A-t-il tort? Non, parce qu'il était venu pour renforcer le M23, renforcer le Rwanda et renforcer la prise de l'Est de la RDC par ces forces-là de M23. Il a fait cela. C'est pour ça qu'il a dit que son armée a très bien fait en RDC. Et que tout ce qu'il reste à la RDC, c'est de négocier avec le M23. C'est ce qu'il a dit, Ruto. Parce que c'est... Regardez. Nous sommes en train de construire un pont à eau profonde au bas Zaïre, au bas Congo. Ce projet a pataugé les 5 dernières années. Même s'il décolle et il est sur le banc, faudra-t-il qu'il nous serve à quelque chose? Sinon, ça va être un vestige comme le barrage d'Inga, dans lequel Mobutu avait investi des sommes colossales du pays, et ça n'a servi presque à rien pour le pays. Ça se trouve là, ça tombe en crépitude, ça va exiger énormément d'argent pour le remettre en état, et même quand ce sera mis en état, ça ne va pas profiter à la RDC, mais plutôt à l'exportation seulement. Nous exportons le courant des Inga, non? Vous savez comment le Rwanda est éclairé? Le Rwanda est éclairé à partir du barrage de Ruzizi au Congo. Pendant que si vous allez à Bukavu, les populations de Bukavu peinent à avoir une alimentation électrique adéquate. Mais le Rwanda est éclairé 24 heures sur 24. Pas de délestage. Le Congo-Brazzaville. Les autres sont éclairés aussi par le Congo, par nous. Mais à Kinshasa même, tout autour de là où habite le président de la République, c'est le noir. Ces professeurs qui me disent que oui, leur maison était éclairée sous Kabila et que sous Tshisekedi, ça ne l'est plus. Vous comprenez, ce sont des professeurs d'université et ils sont bien, c'est qu'ils sont dans des quartiers UP. Sous Kabila, c'était éclairé 24 heures sur 24. Et de nulle part, sous Félix Tshisekedi, il y a beaucoup de délestage. Pourquoi cela se produit ainsi? Parce que Tshisekedi ne frappe pas. Il n'est pas dur. Malgré qu'il y a la grogne, il veut parler à un PDG
tranquillement, sans qu'on ne soupçonne que tel PDG a été interpellé. Le PDG ne se sent pas menacé du tout, car il sait que Tshisekedi ne lui fera rien. La population commence à grogner. N'est-ce pas que les grèves commencent bientôt? Les professeurs d'université, d'école secondaire et d'école primaire, tout le monde va aller en grève. Comment on va gérer ça? L'administration publique sera en grève. Ne vous étonnez pas de voir des militaires en mutinerie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la révolution de couleur? Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe en Géorgie? Tout pays qui n'est plus ou qui ne veut pas être sous le pouvoir occidental doit être saccagé. Et on doit changer le régime. Tshisekedi a refusé de faire partie des Chinois. Mais les Chinois, eux, ne viennent que pour le business s'arrête là, ils ne s'investissent pas politiquement. C'est qu'eux, ils pourront toujours trouver un terrain d'entente avec ceux qui prendraient le pouvoir après Tshisekedi. Pourquoi nous, voyant que ces gens-là n'étaient plus, ou bien n'étaient pas avec nous, on n'a pas cherché à se rallier ceux qui pourraient être avec nous. C'est les intérêts que les pays protègent. Et un pays qui va s'investir, une puissance qui va s'investir dans un tel pays, c'est pour protéger ses intérêts. Et en se faisant la guerre entre eux, ce gros poisson-là ne s'entremange pas, ils se parlent et ils peuvent trouver un terrain d'entente entre eux. Regarde, les Russes ont abandonné la Syrie, l'Iran a abandonné la Syrie. Qui d'autre était avec la Syrie? Personne. Et c'est tombé. Celui qui vient de prendre le pouvoir en Syrie aujourd'hui était recherché comme terroriste par les Occidentaux. Son mouvement HTS c'est classifié comme un mouvement terroriste. Après qu'il ait été dans les prisons américaines, libéré ou disparu de la prison pendant 1-2 ans, il revient au-dessus de ce mouvement rebelle, ce mouvement d'invasion de la Syrie, et il prend le pouvoir juste comme ça. Et qui va l'interviewer? Sa toute première interview, c'est sur CNN, la chaîne de propagande américaine par excellence. Et il suivait. Il filmait l'avancée de ces forces qui ont renversé le pouvoir syrien. Parce que c'est eux qui font ça. Les Occidentaux ne peuvent pas partager le pouvoir qu'ils ont sur un pays avec un autre. Or, nous n'avons pas la Chine investie du point de vue sécuritaire chez nous. Nous n'avons pas la Russie investie du point de vue sécuritaire chez nous. Nous sommes livrés à nous-mêmes avec une armée truffée de ces généraux corrompus qui n'ont rien à perdre mais tout à gagner. Quand on va leur donner 50 000, 100 000 chacun, ils vont juste fermer les yeux à l'avancée des ennemis. Quand Goma
va tomber. Et Goma tombera exactement comme les villes syriennes sont tombées. On voit seulement, on entend seulement que Goma vient de tomber, on voit les Rwandais et les autres se pavaner en colonne dans la ville de Goma et Bukavu, puis ça avance, puis on entend à Kinshasa, ça ne marche plus, tout d'un coup, on entend que peut-être, si Tshisekedi est chanceux, lui et sa famille, ils ne sont plus là-bas, ils sont ailleurs. S'il est chanceux. Vous ne voyez pas que tout d'un coup, les gens qui sont en opposition à Tshisekedi ont le même discours maintenant. Ils s'entendent de nulle part. Même si hier ils s'entremangent, même si hier ils s'accusaient les uns les autres de ceci et de cela, ils viennent ensemble. On leur demande, venez ensemble, car quelque chose est en train de se faire. Le, la ceinture de sécurité de Tshisekedi. Pourquoi on lui a mis des gens, soit les enfants ou les descendants ou les amis de ceux qui étaient là hier. Vous ne voyez pas ça? Vous ne regardez pas ceux qui sont tout autour de lui, hein? Il n'a pas confiance. Mais comme il n'est pas un tueur, comme disait Lambert Mende, il se laisse prendre dans ça. Et pourtant, s'il était tueur, il aurait nettoyé le tout. Mais il veut faire un semblant de comme si tout allait bien pendant que ça ne va pas bien. À entendre ces deux profs, le pays, c'est comme pour eux, ce qu'ils me disent, vu qu'il n'y a pas une autorité qui se fait sentir, c'est comme si le pays était délaissé. On a des prélats qui font des discours de toutes sortes, on a des politiciens qui font des discours de toutes sortes, ils se foutent de la population, ils intimident le peuple par des discours par-ci par-là, des petites chaînes de télévision à gauche à droite qui sont tous à l'unisson pour combattre ce gouvernement et le gouvernement ne fait rien, le gouvernement n'investit pas dans la communication, le gouvernement au lieu de prendre un bon communicateur comme Lambert Mende et le mettre là pour qu'il puisse communiquer pour lui, non, il garde Patrick Mouyaya qui ne suffit qu'à un parler fignolé, accommodant, un parler de type occidental parce qu'il voudrait être aimé par il voudrait se faire aimer par les Occidentaux, des choses comme ça, des choses aberrantes. Tshisekedi a fait un tour du pays. La même population qui avait voté pour lui est revenue vers lui pour montrer qu'elle est toujours derrière lui. N'a-t-il pas compris que c'était le bon moment pour être poignant, poser des actes de restauration du pouvoir? Quand le peuple sent la présence du gouvernement, le peuple s'investit. Ils disent là-bas, ils vont voir les bateaux rwandais, des zodiacs rwandais, avec le soldat rwandais venir se pavaner dans les eaux là-bas, quitter, aller sur l'étendue territoriale, sur le sol. La nuit, c'est eux, tout ça. On ne voit pas des Congolais. Ce n'est pas bien. C'est ce qui va arriver. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire ça. La constitution n'a pas été changée. Sous le premier mandat de Tshisekedi, sous le deuxième, il n'y a rien qui se fait. On dit qu'il veut s'adresser aux deux chambres. Qu'est-ce qu'il va leur dire? S'il ne déclare pas la guerre contre le Rwanda ou qu'on attaque le Rwanda, alors qu'est-ce qu'il veut venir dire? Quoi?
Juste leur dire que non, je pense que nous devrions raisonner sur l'avenir de notre pays. Oui, nous avons toujours raisonné, nous avons entendu ce discours. Pourquoi ne pas appeler Caméré et appeler Samalou Condé, juste leur dire, allez faire ceci. Cette constitution-là ne vaut pas la peine qu'elle soit là. Nous n'avons pas un pays aussi longtemps que cette constitution existe. Vous ne voyez pas comment les acolytes des gouvernements passés s'investissent à combattre d'avance tout amendement de la Constitution, tout changement de Constitution. Ce n'est pas parce que la Constitution est bonne, non, elle est bonne pour eux. Parce que ça permet l'accomplissement de leur agenda. C'est tout. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre pour ça. La RDC, par la RTNC, la radio de télévision nationale, ne dit rien, ne fait aucune campagne. On devait avoir à tout moment des gens qui interviennent sur la RTNC, qui interviennent sur des petites chaînes de télévision à gauche à droite, créées par le gouvernement, soutenues par le gouvernement, financées par le gouvernement, pour faire comprendre à la population le bien fondé de ça, et pousser, et pousser, et pousser, et pousser, jusqu'à ce qu'on voit maintenant les marches de chaque jour, des manifestations de chaque jour, des gens qui demandent le changement de la Constitution. On devait voir ça. Ça coûte quoi? Nos populations sortent dans les rues pour soutenir sans être payées. Et imaginez-vous que vous mettiez seulement à boire et à manger en public et que ces gens-là marchent. Mais qui va rester à la maison? C'est un jour de repas sans problème pour tout le monde. Tout le monde va venir là-bas. Marcher pour le changement de la Constitution. Vous, ce que vous visez, c'est de sauver le pays. Quant à utiliser tous les moyens possibles. Mais ces deux professeurs semblaient fustiger l'UDPS. Ils disent que l'UDPS est au pouvoir, mais l'UDPS continue à se comporter comme l'opposition. Mais tant mieux pour l'UDPS. Tant mieux pour vous que vous continuez à manifester. Mais il faut le faire. Investissez dans ça. Écrasez l'opposition. Ne laissez pas l'opposition réémerger. Vous l'aviez déjà écrasé, continuez à l'écraser, continuez à l'écraser. Parce que cette opposition-là est soutenue par... Et qui sont à l'opposition? Katumbi, euh, Fayulu, Ambongo, Mukwege. Je ne parle pas de Nanga et les autres, tout ça. Mais quand vous allez très près, regardez ces gens-là. Vous ne voyez pas qu'ils sont d'allégeance étrangère? Oui. Alors, s'il faut les écraser, il faut les écraser. Je ne dis pas qu'il faut les prendre physiquement et commencer à les frapper. Non, écraser politiquement, il faut le faire. Mais vous ne le faites pas. Ils ont la parole sur toutes les chaînes internationales qui sont contre le pays. Et vous, vous ne faites rien. Je suis désolé de n'avoir pas pu amener le professeur à faire une déclaration enregistrée. Je ne peux rien, je ne sais pas si euh, je vais aujourd'hui ou demain avoir quelqu'un qui va accepter encore l'un parmi eux de faire dire quelque chose que je peux enregistrer. Aucune idée. Je ne peux pas forcer mes visiteurs de faire cela. Mais une chose, ce qu'ils disent chaque jour dans les commentaires est de nature à faire croire que Tshisekedi laisse tout passer, que le pouvoir Tshisekedi est juste un passoire. Et ça, ils n'aiment pas. Qui aime? Personne. Regardons les pays qui ont pris le pouvoir par force, comme le Burkina, le Niger, le Mali, tout ça. Ces jeunes dirigeants-là ont consolidé leur peuple, ont consolidé leurs armées,
Je comprends que eux, leurs armées se composaient des gens de leur propre pays. Nous, c'est des gens de partout. Alors, si nous savons que ce sont des gens de partout, pourquoi ne pas les faire sortir? Faire sortir, ce n'est pas venir le matin et dire, oh, vous, Falsikab, dégage. Non. Vous dites, hein, vous le faites venir, vous lui donnez l'enveloppe, vous dites non, nous voulons rajeunir l'armée, on va vous permettre, l'armée c'est un service très difficile sur le corps, sur l'esprit, vous avez déjà fait plus de 20 ans d'armée, on pense que c'est trop, prenez votre enveloppe, faites du commerce, amusez-vous, on vous donne l'enveloppe et vous partez, on prend un jeune major, un jeune colonel qui a été formé depuis Tshisekedi est là, on lui donne ça et la vie continue. On ne le fait pas. On continue à garder des gens qui entretiennent le fraude, la mafia à l'Est. Toutes les guerres qui se sont faites au Congo ont commencé à l'est du pays. Pourquoi? C'est à cause des mêmes faiblesses. À l'est du pays. Les pierres moulées, les gens scram, hein, le MOBA 1, 2, je ne sais pas, la guerre des 80 jours, la guerre des 6 jours, on a eu l'AFDL, le CNDP, le M23, le RCD, je ne sais quoi, tout, à l'est là-bas. Vous ne voyez pas qu'il y a un gros problème qu'il faut éradiquer une fois pour toutes? Je peux me dire, ok, comme je soutiens les actions du gouvernement Tshisekedi, que je vienne dire, oui, Tshisekedi, c'est l'homme de la situation. Ça change quoi si, dans les faits, il ne montre pas qu'il a la situation à main? Je peux le crier, ça ne donne rien. J'aimerais tant être là, chanter comme je chantais avant chaque fois. Je disais, hurrah, vive Tshisekedi. J'aimerais bien que je continue comme ça. Où est passé le Tshisekedi de ce temps-là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'espère que les jours qui vont venir, quand Tshisekedi aura fait son discours, nous tous nous aurons encore à dire. Tout le monde aura à dire. Ceux qui font de l'argent sur Internet vont faire plus d'argent. Ce n'est pas dans mes valeurs. Je ne vous demande pas de contribuer. Je ne vous vends rien. Je viens, je commente l'actualité telle que vous la voyez sur place, et peut-être vous la voyez mieux que moi. Malheureusement, vous ne commentez pas pour que je sache. Il faut que je confronte mes connaissances, mes informations aux vôtres. Commentez. Je ne veux pas vous avoir à me téléphoner. Il ne faut pas que vous utilisez mon téléphone pour vous parler. Commentez là-dessus. Que tout le monde lise vos commentaires. Si vous avez des choses en privé, me dit, écrivez-moi sur mon Facebook. Vous allez sur mon Facebook, vous allez voir Mali Bertin Bahaya. Vous m'écrivez en privé là-bas. Mais je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone pour que vous m'appeliez combien de messages j'aurai par jour. Quand est-ce que moi j'aurai la vie normale? Je ne veux pas le faire. Et je ne veux pas passer mon temps là-dessus parce que moi je ne suis pas venu ici pour faire autre chose que discuter de ça avec vous. Je ne vous demande pas un sou, du tout. Et je n'ai pas monnayé cette chaîne. Je ne la ferai pas. Et c'est pour ça que je ne viens pas vous chercher à vous gagner du tout. Par contre, ceux qui ne veulent pas, ils peuvent quitter. Ils peuvent quitter. Moi, ça ne me dérangera pas de perdre les gens. Parce que je ne cherche pas à gagner les gens. Je ne suis pas venu pour ça du tout. Je ne faisais pas ça avant. Et je ne cherche pas à me faire du capital humain ici pour qu'un jour je puisse utiliser cette chaîne afin
de chercher un positionnement au Congo. Non, je n'en ai pas besoin. Je ne suis plus jeune, je dois m'occuper de mes enfants qui vont faire leur vie. Et surtout, ça arrête là, on discute du pays, parce que je veux que ces enfants-là, mes enfants, puissent un jour aller en vacances dans notre pays, être dans un pays qui est bien administré, un pays qui avance, où il fait beau vivre, comme ce le fut quand nous étions jeunes. Qu'un jour, eux aussi, ils puissent dire à leurs enfants, à eux, donc mes petits-enfants, allons dans le pays de nos papas et de nos mamans, allez voir là-bas. C'est ça, c'est tout ce que je veux, rien d'autre. Vive les Wazalendo qui se battent pour le pays, incluant les soldats de bonne qualité qui sont dans les FARDC, qui eux aussi se battent pour le pays. Et j'espère que le président Tshisekedi va s'écarter de voix de magnitude, de voix de magnanimité, de voix de, de pastorat et être le dirigeant. Un dirigeant rentre dedans. Il ne cherche pas à être aimé. Un dirigeant cherche ce qui est bon pour son peuple. Et quand le peuple trouve que ce que le dirigeant fait est bon pour lui, automatiquement le peuple se met derrière le dirigeant. Et un peuple aime voir un dirigeant fort. Ça, c'est le dénominateur commun. Merci d'avoir été au Conspiratorium. On se reparle. Bonne journée.